Écoutez, j'invite les intervenants à prendre place. Je vais dire quelques mots. Un, la fierté et le fait d'être heureux pour l'Assemblée nationale, et je parle ici au nom de Claude Barthelone, d'accueillir cette conférence aujourd'hui. Ça a été dit tout à l'heure, nous sommes face à un enjeu majeur, complexe, qui va nous guider, et c'est l'objet de cette table ronde, pendant des décennies, voire des siècles. Donc il faudra avoir de l'ambition, ne pas avoir peur du long terme, conjurer cette tyrannie du court terme, thème que vous connaissez excessivement bien, monsieur le directeur. Moi, j'ai un chiffre que je voudrais rappeler, le représentant du GIEC ne l'a pas évoqué, c'est la certitude des prévisions. Vous savez que dans le rapport, 5e rapport du GIEC, nous sommes à 95% de certitude. Ce qui fait quand même que l'option de dire qu'il ne se passe rien devient à la limite un délit, pour ne pas dire un crime. Donc, on va commencer cette table ronde. Je vais prévenir tout le monde. Nous avons le président de la COP21 qui viendra à midi, qui interviendra à partir de midi 15. Donc, je ferai mon travail de modérateur pour que nous fassions rentrer tout le monde dans ce slot de prise de parole. Donc, nous avons avec nous Benjamin Denis, qui représente ici le côté important, syndicat, qui vient de la CES de Bruxelles, qui pourra nous dire aussi l'enjeu des emplois de demain, comment on peut aussi assurer une mutation. Il y a une crainte aujourd'hui chez les salariés qu'il faut entendre et il faut pouvoir rassurer. Thérèse Ribera de la Fondation IDRI, de l'IDRI, excusez-moi, on est une réunion de fondation, donc du coup on s'y trompe un peu, qui a été aussi secrétaire d'État aux questions climatiques sous le gouvernement de Zapatero en Espagne, donc une responsable aguerrie de ces questions. Yann Goldin qui nous vient d'un pays anglophone, ancien conseiller du président Mandela. Je pense que c'est important qu'on entende aussi des voix différentes et je suis ravi de modérer cette table ronde internationale. Marlene Aubert, que vous connaissez, une ancienne de la maison, ancienne députée européenne, aujourd'hui conseillère de la présidence de la République sur les affaires climatiques et environnementales. Monsieur Mitika Wenda, secrétaire général de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Important que vous nous fassiez comprendre les attentes et les enjeux du continent africain sur cette question, qui nous vient de Chine, et je crois que c'est un élément important avant la COP 21, c'est cet accord qui a été signé entre les États-Unis et la Chine, et je pense qu'en tant que directeur du Brookings Tsinghua Center, vous êtes peut-être le plus à même de nous éclairer et peut-être de dire la vérité sur les chiffres contenus dans cet accord. J'ai vraiment été surpris de l'engagement de la Chine et de l'ambition de ce papier. Enfin, Jairam Ramesh, qui nous vient du Parlement indien, ancien ministre de l'Environnement. L'Inde est, pour cette COP, un pays clé au regard de ses ambitions affichées récemment. Je dois d'ailleurs vous signaler que le Premier ministre indien sera dans les alentours à l'heure du déjeuner, donc il risque d'avoir un petit peu de problématiques en termes de circulation dans la rue. Voilà, messieurs, dames, je nous souhaite tous une bonne rencontre, sans tabou. Allons-y. Bonne discussion. Et monsieur Denis, je pense que c'est à vous d'enchaîner. Merci, monsieur Leroy. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs d'avoir convié la Confédération européenne des syndicats que je représente aujourd'hui à participer à ces discussions. Alors, je vais vous faire une confidence, je n'ai pas toujours travaillé pour la Confédération européenne des syndicats, j'ai longtemps travaillé pour le ministère belge de l'Environnement et en particulier au sein de l'équipe qui participe aux négociations sur le climat. Donc je connais un petit peu aussi le travail des COP. Et lorsque j'ai annoncé à mes anciens collègues mon départ pour la Confédération européenne des syndicats et le monde syndical, la plupart d'entre eux m'ont souhaité bonne chance avec un petit sourire narquois et un ton que l'on réserve généralement pour présenter ses condoléances. Je dois dire que j'ai un peu pris ça comme une mise en garde et c'est vrai que parler d'environnement, parler de changement climatique dans le monde syndical, ce n'est pas tous les jours facile. À la CES, nous représentons à peu près
90 organisations nationales, 90 confédérations nationales qui proviennent d'une quarantaine de pays. Donc on représente aussi des syndicats qui proviennent de pays européens qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Nous représentons aussi 10 fédérations sectorielles européennes, donc les services publics, les travailleurs de l'industrie, les travailleurs du secteur de la construction, par exemple. Donc autant vous dire qu'on représente un nombre assez important de secteurs, un nombre extrêmement important de pays, et que donc les réalités auxquelles sont confrontés les gens qui participent à nos travaux, les gens qui participent à nos prises de décision, sont assez hétérogènes et diversifiées. Eh bien, malgré cela, malgré cette forte hétérogénéité, nous parvenons depuis quelques années maintenant, au niveau de la CES, à s'entendre sur un certain nombre de points cruciaux. Le premier d'entre eux, c'est reconnaître l'inéluctabilité de la transition vers une économie zéro carbone. Le professeur Van Ypersele a d'ailleurs eu l'amabilité de venir à plusieurs reprises expliquer à nos instances, lors de nos événements, ce qu'il vient de faire ici. Donc, quelles sont les principales conclusions que le monde scientifique peut mettre en avant aujourd'hui en matière de climat. Et nous prenons ces chiffres au sérieux. Nous prenons les objectifs chiffrés qui découlent des rapports du GIEC. Si on veut avoir une chance statistiquement raisonnable de conserver le réchauffement en dessous de 2 degrés, eh bien effectivement, il faut aller vers un monde zéro carbone bien avant la fin de ce siècle. Et d'ici à 2050, il faut que globalement, les émissions aient diminué de 40 à 70%. Donc en tant que syndicalistes, nous ne sommes pas uniquement là pour gérer les restructurations, nous sommes aussi là pour réfléchir à quoi ressemblera la société de demain, à quoi ressemblera le monde du travail de demain et à y préparer nos affiliés. Donc nous devons avoir un œil sur l'horizon. Mais en tant que syndicalistes, nous devons aussi avoir les mains dans le cambouis, les pieds sur terre, et nous devons souvent faire face à la réalité de l'économie telle qu'elle existe ici et maintenant. Et l'économie telle qu'elle existe ici et maintenant, en Europe, c'est malheureusement un nombre assez important de personnes sans emploi, 26 millions de personnes sans emploi actuellement en Europe. Si on ajoute à ça les temps partiels, les gens qui sont frappés par le travail précaire, eh bien on se rend compte que la réalité sociale à laquelle on doit faire face aujourd'hui en Europe, elle est loin d'être réjouissante. Et donc c'est dans ce contexte-là aussi qu'on doit penser la transformation, la transition vers une économie bas carbone. Et donc le deuxième élément qui caractérise notre positionnement sur les questions climatiques, c'est ce que nous appelons la transition juste. Alors la transition juste, ce n'est pas qu'un slogan. C'est d'abord et avant tout affirmer que l'on ne peut pas passer d'un monde qui continue à dépendre massivement des énergies fossiles à un monde bas carbone, à un monde zéro carbone, sans penser en même temps les transformations du monde du travail, sans penser en même temps les nouvelles compétences, sans penser en même temps les nouvelles qualifications dont nous aurons besoin demain dans le monde du travail, sans penser en même temps les investissements qui créeront les emplois de qualité de demain. Parler de transition vers une économie bas carbone, ce n'est pas uniquement parler de gigatonnes de CO2, ce n'est pas uniquement parler de molécules de carbone, c'est aussi penser une transformation sociale qui est d'une ampleur, d'une profondeur et d'un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Voilà pour le préalable. Concrètement, la transition juste, c'est 5 piliers. Le premier pilier, c'est faire en sorte que la question de l'emploi de qualité soit au cœur des mesures mises en place pour organiser la transition vers une économie bas carbone. Bon nombre de secteurs qui sont intensifs en énergie, intensifs en carbone, aujourd'hui en Europe, sont aussi des secteurs caractérisés par un emploi d'une certaine qualité, par des statuts, par un emploi permanent, qui donne droit à un niveau de protection sociale élevé, qui donne droit à une pension élevée.
On a peu de données statistiques fiables sur la qualité de l'emploi dans les nouveaux secteurs émergents, dont nous, et je répète que nous souhaitons que ces secteurs, que ces activités occupent davantage d'espace, davantage de place dans l'économie du futur. Mais les quelques informations que nous avons, notamment d'Allemagne, indiquent que les niveaux de rémunération dans le secteur, par exemple, des énergies renouvelables, sont jusqu'à 900 € mensuels inférieurs à la rémunération que l'on trouve dans les secteurs traditionnels qui sont couverts par des conventions collectives. Si l'on veut faire de l'économie bas carbone, de l'économie verte, un horizon désirable pour l'ensemble de la société, pour l'ensemble des travailleurs, il faut aussi faire en sorte que les emplois de demain soient des emplois de qualité. Deuxième pilier, le dialogue social, la participation des travailleurs à différents niveaux, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau des secteurs, qu'au niveau national ou qu'au niveau européen. C'est une condition fondamentale pour permettre aux travailleurs d'anticiper les changements et de s'y préparer tant individuellement que collectivement. La protection sociale est évidemment essentielle aussi parce que, certes, la transition vers une économie bas carbone s'accompagnera de nouvelles opportunités d'emploi, mais il y a aussi certains secteurs ou certaines régions dans lesquelles les bénéfices de cette économie émergente seront beaucoup plus difficiles à matérialiser. Pour les travailleurs qui seront négativement impactés par cette transition, il faut qu'il y ait un filet de sécurité. Il faut qu'il y ait une prise en charge par les autorités publiques. Le respect des droits de l'homme, et notamment des droits syndicaux, est également une condition absolument indispensable à une transition juste. Si vous ne permettez pas aux travailleurs de s'organiser, si vous ne leur permettez pas de représenter collectivement leurs intérêts et de défendre collectivement leurs droits, il n'y a pas de transition juste qui soit possible. Et plus largement parlant, les mesures mises en œuvre, les projets mis en œuvre au nom de la décarbonisation de l'économie ne doivent pas empiéter sur les droits de l'homme de manière générale, qu'il s'agisse des droits des populations indigènes, qu'il s'agisse des droits, par exemple, à l'accès à l'eau potable ou aux terres cultivables dans les pays en voie de développement. Dernier élément de la transition juste, c'est évidemment toute la dimension connaissance et compétences. On ne peut pas construire une nouvelle économie sans transformer les connaissances et les compétences du monde du travail. Donc je dirais que pour le monde syndical, tant pour la CES que pour la Confédération internationale des syndicats, il y a effectivement urgence à décarboniser nos économies. C'est une question de solidarité, c'est une question de survie si nous voulons préserver l'habitabilité de notre planète, mais c'est aussi, dans une certaine mesure, une question de sagesse ou de sagacité, parce qu'effectivement, il y a des tas d'opportunités sociales et économiques à saisir dans cette transition. Je vous remercie. Merci, Monsieur Denis, pour le point de vue des syndicats. Madame Ribera, un point de vue un peu plus académique peut-être, en tout cas de suivi aussi des différentes... Peut-être plus politique que technique. Ah d'accord, bah écoutez, comme vous voulez. Non, et merci Arnaud et merci à la Fondation Jean Jaurès et les progressistes pour les climats. I will try to make some personal remarks. Je vais essayer de formuler quelques remarques personnelles. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons privilégier, c'est peut-être moins un point de vue technique qu'une réflexion sur le pourquoi, puisque nous sommes invités à réfléchir par les progressistes pour le climat. J'ai cette observation à faire. D'abord, pourquoi est-ce que les progressistes doivent s'emparer de ce sujet? Eh bien, la question elle-même est très importante. Et il s'agit vraiment de l'essence de l'agenda des progressistes. Il s'agit de questions d'équité, de justesse, de distribution des coûts et des bénéfices. C'est exactement cela, le climat, la question du climat. Et ce qu'il faut éviter, en tout cas, c'est la privatisation des avantages et une généralisation des coûts. Cela aurait un impact tout à fait régressif. L'impact serait une régression sociale et économique. Deuxième observation, le changement
climatique est peut-être la plus grande régression sociale existant à l'heure actuelle. C'est une régression au niveau planétaire, mais aussi à nos niveaux nationaux. En effet, c'est en raison de la source des émissions, par opposition aux endroits de la Terre et aux catégories sociales qui sont impactées par les conséquences, par les émissions. C'est donc une question hautement politique et il faut s'y attaquer de manière déterminée, volontariste. Troisième observation, il nous faut modifier l'attitude traditionnelle par laquelle nous abordons la question du changement climatique, c'est-à-dire faire des projets pilotes, etc. Je pense qu'il faut au contraire que cette question ne soit plus abordée d'une manière expérimentale, mais soit généralisée, c'est-à-dire que la question du changement climatique, cette question de lutte ou toutes les mesures de lutte contre le changement climatique doivent faire partie intégrante de toutes nos politiques de manière générale. Donc, il y a effectivement une longue liste de petits projets, de petites actions. Elles ne doivent pas rester à la marge des décisions politiques, sociales, économiques générales. Il faut que tout cela intègre complètement toutes nos priorités. Quatrième observation. On peut peut-être entrevoir trois axes qui méritent une attention particulière et qui pourront peut-être orienter notre réflexion et nos réponses. D'abord, en ce qui concerne le fond et les enjeux, il faut donner la priorité à ce que nous faisons en faveur de la protection de l'eau, de la sécurité alimentaire, du développement durable. En termes d'outils, il faut agir dans plusieurs domaines. D'abord par la fiscalité, c'est très important. Et je pense qu'on est encore trop conservateur à savoir que la fiscalité et l'impôt sur le revenu est la seule voie. Ce n'est pas vrai. Ensuite, les services publics, parce qu'on s'intéresse au transport, à l'eau, à l'électricité. Et troisièmement, la voie réglementaire. Comment est-ce que nous allons moderniser ou ajuster notre contexte réglementaire? Troisième approche, si nous savons qu'il y a des actions à prendre, ne serait-ce que pour des raisons sociales ou démographiques, à ce moment-là, il paraît évident qu'il est plus efficace d'agir collectivement plutôt que d'être attentiste et laisser partir les autres pour voir quels sont les résultats d'une telle action. Non, il faut agir vite et agir collectivement, et ce, à plusieurs niveaux. Niveau mondial, régional, national, jusqu'au niveau local. L'absence d'action, l'inaction ou le manque d'ambition à n'importe lequel de ces niveaux ne devrait pas constituer un frein aux actions aux autres niveaux. Il ne faut pas attendre, donc il faut agir à tous les niveaux, être fier de ce que l'on fait et ne pas se concentrer sur les lacunes. Puis, j'en viens à la transition. Benjamin a déjà beaucoup dit là-dessus, mais c'est très important. Nous savons qu'il faut opérer une transition. Nous savons ce qu'il faut atteindre, une idée plus ou moins précise, mais il y a à peu près un consensus sur l'objectif à atteindre. Il est donc important de s'organiser rapidement pour opérer cette transition, pour faire le premier pas. Mais nous savons que il y a plusieurs étapes à suivre pour aller de l'avant, mais il ne faudra pas oublier également la détransition, c'est-à-dire comment nous allons laisser derrière nous le vieux schéma. Il est donc très important de n'oublier personne, de ne pas oublier. Il est important qu'il n'y ait pas de laisser pour compte dans cette transition. Et il ne s'agit pas d'une opposition entre les gens qui ont raison et les gens qui ont tort.
Il ne s'agit pas non plus de proposer des lendemains qui chantent, mais quelque chose de parfaitement utopique. Il faut écouter les inquiétudes, les craintes que suscite cette transition pour un grand nombre de catégories de la société, y compris ceux, comme l'ont dit Benjamin, ceux qui craignent pour leur emploi en ces temps de transition. With Paris and L'agenda 2015 qui a été présenté nous permet d'imaginer qu'après du travail intensif et parfois délicat, on pourrait avoir le succès, on pourrait donc réussir la Convention de Paris et ça nous permettrait de préparer la transformation du futur. On dirait, écoutez, voici le contexte, voici les outils, allez-y. Mais ça peut être ambigu parce que si c'est ambigu, ça veut dire que ça n'est peut-être pas assez ambitieux au niveau des chiffres. Et il y a surtout une question qui se pose dans ce contexte-là pour les progressistes, pour le climat, c'est qu'est-ce qui va se passer juste après Paris? Comment va-t-on identifier les priorités? Comment va-t-on adopter la bonne mise en œuvre? Et il va falloir montrer dans quelle mesure, une fois que nous avons, disons, un soutien officiel à tous ces programmes de transformation, comment on peut les mettre en œuvre. Et mon tout dernier commentaire concerne l'attitude politique, parce que je crois qu'il est très important de comprendre que depuis très longtemps, l'attitude politique générale a été soit un peu naïve, en disant ben oui, bon d'accord, on va faire tout ce que vous nous demandez, soit prudente, disant ah oui, mais attendez, c'est plus compliqué qu'on ne l'imaginait. Et puis, de toute façon, on va quand même pas investir trop de capital politique qui, lui, fonctionne à court terme alors qu'il nous faut des actions à long terme. Et je crois que du point de vue politique, la pire des choses à faire serait de ne pas investir suffisamment. À terme, la société reprochera aux politiques de ne pas avoir pris suffisamment d'actions et les bonnes actions parce que les choses vont s'aggraver. Donc, je crois qu'il faut un état d'esprit politique qui soit disposé à prendre ses responsabilités avec courage, y compris si ça implique des échecs à court terme. Mais c'est le long terme qui compte. En tant qu'élu, j'ai compris le message de la fin. Donc le volontarisme politique, je pense qu'il est essentiel pour avancer sur cette question, qu'on donne une information aussi importante. Moi, je crois aussi qu'il est important qu'on fasse passer le message que nous ne parlons plus d'une problématique simplement environnementale. Ça a été souligné tout à l'heure aussi par la CES. On est dans un chemin compliqué de changement de société. Et il ne faut pas relayer toujours à la question environnementale pour qu'on puisse faire cette pédagogie, marquer l'action politique, parce qu'on est sur d'autres champs que l'environnement. J'espère que nous saurons nous saisir en tant que progressistes de ces questions dans les années à venir. On va continuer avec Monsieur Goldin, donc ancien directeur à la Banque du Développement, ancien conseiller de Nelson Mandela. On a un sujet de concomitance, des agendas, notamment avec les agendas sur l'objectif du développement durable, qui viennent en parallèle, en tout cas, en complémentarité avec ce que nous négocions dans la COP. Ça serait peut-être assez intéressant que vous nous donniez votre sentiment, un retour d'expérience, parce que vous avez suivi ces questions depuis très longtemps, et un angle d'un pays, ce qu'on appelle un pays du Sud. Parce que je crois qu'un des enjeux de la COP 21, c'est aussi d'entendre et de comprendre les efforts qui sont faits par chacun, parce que chacun fait des efforts depuis la dernière COP de 2009. J'invite les gens à regarder les publications dans ce domaine-là. Nombreuses législations, soit régionales, locales ou nationales, ont été prises à travers le monde. On en a plus de 130 aujourd'hui, ce qui est quand même assez conséquent. Et il y a des exemples dans des pays, notamment dits en développement ou des pays du Sud.
Merci, Monsieur Leroy, et merci pour l'invitation. Je continue en anglais parce que ça va être plus efficace. I have 5 points to make in the time allotted. Alors, j'ai 5 points à aborder dans le temps qui m'est imparti. Tout d'abord, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est essentiel d'avoir un accord très robuste. Pour moi, ce n'est pas simplement pour le climat, c'est simplement parce qu'il s'agit de l'avenir du monde. Nous avons perdu la volonté de coopérer dans les décennies précédentes. Le monde s'est intégré au niveau des sociétés, de la production, mais il s'est désintégré dans notre capacité à coopérer. Et il ne s'agit pas simplement du climat, il s'agit de l'avenir, de notre gestion en tant qu'espèce, de la gestion de nos succès. Et je crois que le climat va être le grand test, parce que si on échoue là, on échouera sur la résistance antibiotique, sur la finance, sur la pauvreté et sur d'autres dimensions. Donc, je crois qu'il s'agit d'une question extrêmement importante. Ici, nous sommes en France où la vision est celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et je crains que nous ne soyons dans un monde de liberté, peut-être, d'inégalité et de fragilité, certainement. Nous sommes un monde où nos ambitions sont divorcées de la réalité. Alors, comment réintroduire la fraternité? Comment retrouver la compréhension de nos besoins communs en tant qu'humanité? Voilà la question fondamentale pour moi. Deuxième remarque, et ça découle de ma situation actuelle en tant que doyen de l'université d'Oxford, où je fais de la London School of Economics, où je fais des recherches. Pour moi, le principal résultat de nos travaux sur la science du climat, c'est que bien sûr, nous avons été intégrés dans le projet du GIEC. Beaucoup de mes collègues sont partie prenante. Donc, il n'y a pas de problème du côté de la science. Le problème, c'est le fossé qu'il y a entre le savoir et l'action. C'est de savoir comment vous traduisez ce que la science sait avec une forte probabilité de réussite et transformer cela aussi en action politique. Comment traduire des motivations individuelles en décisions collectives? Ces tensions doivent de plus en plus bénéficier de nos capacités intellectuelles et politiques. Et Jean Pascal a dit de manière très éloquente que nous avons besoin à la fois d'urgence et de temps. Parce qu'on parle beaucoup de la capture et du stockage du carbone, et nos économistes nous disent, mais ça c'est dans un avenir assez lointain, et nos politiques nous disent, mais c'est un rêve. Donc, nous avons besoin d'être réalistes, nous avons besoin d'accepter qu'il nous faut prendre des décisions difficiles. Nous sommes ici en France et puis nous avons des voisins en Allemagne qui prennent des décisions complètement différentes, par exemple sur le nucléaire. Nous devons comprendre que ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de volonté sociale de mise en œuvre des technologies. Pour le nucléaire, l'Allemagne a dit non, et ben c'est une volonté politique. Et nous, dans la société civile, nous devons jouer un rôle essentiel. Alors, comment comprendre, comment gérer ce que Jean Pascal n'a pas souligné, mais qui est aussi un grand souci, à mon avis, à savoir la très forte probabilité, peut-être 90%. Par exemple, si on pense qu'on va avoir un accident, qu'on a un risque de 90%, eh bien, on ne va pas prendre de voiture. Eh bien, pour le climat, c'est pareil. Nous devrions avoir un principe de précaution. Alors, pourquoi ne pas le faire? Et ça m'amène à mon troisième point, le fossé entre le savoir et l'action. J'ai créé un groupe extraordinaire de gens avec notamment Pascal Lamy et Jean-Claude Trichet. Je ne sais pas si on le caractériserait de progressiste, mais bon,
Il y a Michel Bachelet, il y a beaucoup d'autres gens qui sont réunis dans ce groupe. Et la question qui a été posée, c'est comment réduire le fossé entre le savoir et l'action. Et la réponse, c'est vous ne pouvez pas convaincre tout le monde tout le temps, mais vous devez avancer avec ceux qui sont convaincus et élargir le cercle de consensus au fur et à mesure, créer des coalitions. Et les acteurs non gouvernementaux jouent un rôle fondamental, en particulier les entreprises, les villes, les États. Parce que si vous n'arrivez pas à faire signer un accord par le gouvernement américain, eh bien, vous avez déjà la moitié des émissions qui sont produites par ceux qui ont été d'accord, des États, des entreprises, et qui, eux, peuvent progresser, qui peuvent avancer. Bien sûr, il faut se concentrer sur les gouvernements, mais ne pas se limiter au gouvernement, ne pas être freiné par les gouvernements. Il nous faut des coalitions d'acteurs volontaires, plein de bonne volonté, qui vont lancer des actions avant la COP. Et ici, le concept de d'alliance C2040 est très intéressante parce que vous avez déjà des groupes, le Pacte des Nations Unies et d'autres. La question, c'est de savoir ce qu'on peut faire sans les gouvernements et ce pourquoi il nous faut des gouvernements. Par exemple, en Chine, on peut aller les voir et dire, vous avez déjà beaucoup fait, mais il faut faire plus pour avoir un accord solide avec le gouvernement qui va entendre de la part des villes, des entreprises, de la société civile que c'est nécessaire. Ce qui m'amène à mon point suivant qui concerne la question posée par le modérateur. La lutte contre la pauvreté et le changement climatique sont étroitement imbriqués. Dans les pays riches, nous avons créé le problème, le stock de gaz à effet de serre qui provoque le problème. La qualité de la croissance et des énergies renouvelables est importante, mais nous devons accepter que les combustibles fossiles vont continuer à jouer un rôle essentiel dans l'éradication de la pauvreté et pour pouvoir réduire la fracture énergétique dans bien des pays. En Afrique du Sud, il a été décidé d'investir dans des centrales qui sont très productrices de carbone. Et ça nous a été proposé. Le gouvernement voulait des émissions pauvres en carbone, mais le problème, c'était qu'il fallait de l'énergie, il fallait que le pays ait de l'énergie, d'où une décision très difficile. Et la demande énergétique est tout à fait réelle et elle augmente. Donc, il faut des transferts de technologie pour essayer de produire ce que nous voulons sans trop de carbone. Et pour atteindre la vision du GIEC, il va falloir beaucoup plus de la part des économies, des gouvernements et beaucoup plus d'ajustements. Et puis finalement, j'aimerais parler de la société civile. Nous devons rendre les politiques responsables. Moi, je fais partie d'un mouvement qui essaie d'avoir 1 million de personnes qui signent une pétition qui sera donnée à Paris en décembre. 1 million de personnes, ça fait beaucoup de monde. Ça fait... Pardon, 1 milliard de personnes, un tiers des adultes du monde entier, avec des signatures, avec toutes les actions que nous proposons. Nous ne pouvons réussir que si nous jouons l'équipe. Pour le climat, il faut l'équipe, comme en sport. Je crois que de cette manière, nous pourrons aller vers un monde de liberté, d'égalité et d'inégalité, de fragilité, vers un monde de liberté, égalité et fraternité. Je vous remercie. Merci, monsieur Gaulet. Je savais que je pouvais compter sur votre précision pour le temps. Je suis d'accord avec vous sur un aspect que vous avez souligné, sur l'aspect collectif, des coalitions créatives. Je pense que le terme de communauté internationale n'a jamais été aussi, comment dire, adéquate que pour la question climatique. C'est peut-être la première fois où l'humanité prend en considération
le fait que nous sommes sur la même planète, et je suis comme vous, moi, c'est le message que j'essaie de porter. C'est pas une affaire de disparition d'une espèce, c'est la disparition de l'homme et de la vie de l'homme sur la Terre. Je pense que la Terre continuera de survivre, elle s'adaptera. Nous, ça sera beaucoup plus compliqué. Madame Marlène Aubert, conseillère du président de la République sur ces questions, la parole est à vous. Merci. Avant que vous C'est commenciez... bon d'avoir des fans. Exactement. Je voudrais simplement rappeler que vous avez un ensemble d'informations pour participer également, pour que nous puissions avoir des questions, pour qu'on puisse nourrir un peu le débat plus tard, parce qu'on aura une séquence importante de débat entre nous. Donc il serait bon que vous regardiez les petits fascicules pour vous rappeler les informations données en début de matinée sur comment envoyer un SMS, un tweet ou plus. Merci Arnaud. Comme ça a été rappelé par Gilles Finkelstein en introduction, le président de la République, François Hollande, a décidé très tôt, très peu de temps après son élection, de proposer que la France soit le pays hôte de la COP21 en 2015, c'est-à-dire 3 ans après. Cette décision, cette proposition, je m'en souviens parfaitement, à l'époque, a suscité beaucoup de perplexité, d'interrogation. Mais pourquoi donc ? Est-ce vraiment si important, cette conférence climat ? Et pourquoi ? Et est-ce que ce n'est pas un peu déconnecté des priorités économiques et sociales ? Bon. Mais le président de la République s'y est engagé pleinement avec le gouvernement, avec tous les progressistes aussi, et pas seulement pour le climat, pour plusieurs raisons. D'une part aussi parce que la transition énergétique fait évidemment partie de son projet, de son programme, et nous y travaillons depuis des mois et des années. Et il souhaitait aussi montrer la mutation profonde que cette transition énergétique impliquait, et la cohérence aussi entre un projet national, un projet aussi profondément européen, car le fait de développer des coopérations importantes, politiques, régionales, pas seulement au niveau européen, en Afrique, partout. Mais cet enjeu de coopération est d'abord pour nous, en ce qui nous concerne, au niveau européen. Rappelons aussi que c'est l'Union européenne qui négocie au sein de la Convention climat et pas les 28 États membres individuellement. Donc cohérence nationale, européenne et internationale, dans la mesure où la France, avec beaucoup d'autres, a toujours porté l'ambition du droit international en matière d'environnement, pas seulement des conventions internationales séparées, mais aussi une organisation mondiale de l'environnement, même si ce concept fait difficulté. Aujourd'hui, on le sait que c'est difficile, mais nous voulons absolument intégrer les préoccupations, les priorités, comme Arnaud Leroy l'a rappelé, ne pas laisser l'environnement et le climat dans leur niche verte, que l'on traite après les 26 autres priorités économiques et sociales et financières, mais bien au cœur aussi de l'ensemble des politiques. Donc articuler performance économique, justice sociale, écologie et développement durable ensemble. C'est ça aussi une vision progressiste d'un projet d'avenir. Alors, je vais aussi, comme Teresa Ribera, plus focaliser mon intervention sur des aspects politiques, peut-être plus personnels, plutôt que de faire un exposé général sur les enjeux de la COP21. On y reviendra, je pense, très largement aujourd'hui, et l'aspect organisationnel de l'accord et des solutions concrètes qu'on peut y trouver. Et je voudrais aborder également quatre points, quatre remarques. Au-delà des solutions technologiques ou financières, on parle beaucoup de technologie, de rupture technologique, c'est effectivement très important. Mais le climat, ce n'est pas la science de l'ingénieur. La rupture technologique, la recherche, l'innovation, oui, bien sûr. Les outils financiers, les leviers qu'on pourra trouver, comme le prix donné au carbone, la réorientation des investissements, il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment. Oui, c'est absolument capital. Mais ce sont des outils. Ce ne sont pas des moteurs politiques qui peuvent mobiliser les masses. Alors, je n'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais la réalité, c'est quand même celle-ci.
toutes les enquêtes d'opinion, les sondages, et moi ça me touche, ça me chagrine, mais montrent que ces questions climatiques ou environnementales ne sont pas dans le top priorité de nos concitoyens, ni des entreprises, ni, j'allais dire, de la plupart des gouvernements et des politiques. Quel est le mainstream aujourd'hui? C'est la croissance à tout prix, c'est sortir de la pauvreté, et bien sûr, et c'est normal, et c'est légitime. Si nous n'arrivons pas à lier la résolution de la question climatique à la question du développement et de l'accès à un développement désirable, accessible, équitable pour tous sur la planète, on n'y arrivera pas, à l'évidence. Donc il faut bien articuler l'ensemble des questions. Alors 4 points. D'une part, je pense que la géographie revient en force dans l'histoire, je dirais. Et je parle là aussi aux progressistes. La science, la technologie ont évidemment apporté des progrès extraordinaires et formidables. Mais croire, comme on l'entend parfois, que seule la science et la technologie, et finalement, au fond de nous, est-ce qu'il n'y a pas l'espoir que quelque part, on trouvera bien une solution? Est-ce que c'est si urgent, ces questions-là? Est-ce que notre esprit humain formidable ne trouvera pas, tôt ou tard, plutôt tôt que tard, il vaudrait mieux, la solution qui nous permettra de continuer sur la voie du développement et du progrès dans une marche triomphante vers le bien-être universel? Je crois que nous devons questionner ce que j'appellerais une illusion, même si la science et la technologie ont évidemment un apport énorme et sont partie de la solution et partie et surtout à l'origine de la prise de conscience. C'est bien le GIEC aussi qui a suscité, par l'apport de ses connaissances, de ses informations, de son travail, par la coopération des scientifiques entre eux, qui a porté la question climatique aussi au cœur de nos débats. Mais l'ancrage au sol, la façon dont nous habitons la Terre, nos territoires respectifs, les écosystèmes, la matière, les ressources, on a oublié qu'il n'y a pas d'économie sans eau, sans énergie, sans sol. Il n'y a pas de société sans alimentation, sans nourriture, sans matière naturelle, charnelle, notre corps d'abord. Et donc on a besoin, à mon avis, de retrouver cet ancrage au sol dans une vision progressiste aussi, pas du tout dans une vision conservatrice d'un ordre naturel, évidemment non, mais retrouver une modernité de l'ancrage au sol. Deuxièmement, mais ça a été largement dit, je ne vais pas m'y étendre, la question de la mutation professionnelle, du devenir des hommes, des inquiétudes que suscitent aussi ces préoccupations environnementales ou climatiques. Dit bon, d'accord, l'environnement, le climat, mais moi, mon revenu, mon emploi, moi je travaille dans le charbon, moi je travaille dans les hydrocarbures, moi je travaille dans l'industrie, qu'est-ce que je deviens? Qui va m'aider à accomplir cette mutation pour moi-même, pour mes proches, pour mon pays, pour ma société, pour mon territoire? C'est ça aussi les questions auxquelles il faut répondre et que la Confédération des syndicats aussi pose. Et c'est important aussi que ces dimensions emploi, travail, mutation soient aussi présentes pleinement dans les enjeux de la COP21. Nous menons d'ailleurs un travail aussi avec l'Organisation internationale du travail sur ce sujet qui sera présente aussi à Paris à la fin de l'année, de façon à ce que climat et emploi et mutation professionnelle et conditions de travail et qualité de l'emploi, que tout ça aussi soit bien au cœur de nos préoccupations et de nos démarches à travers cette entrée, je dirais, climatique, très mobilisatrice d'ailleurs, très transversale. Troisième point, la représentation culturelle, je dirais que nous nous faisons de la réussite sociale et individuelle. Clairement, notre société de consommation, notre société du spectacle, je dirais du miroir, de la consommation de biens matériels, a gagné quelque part. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où une poignée de très riches suscite un rêve inaccessible pour des milliards d'autres, mais rêve quand même. Le rêve de beaucoup de populations les plus pauvres, c'est d'avoir accès à minima à notre mode de vie à nous.
à avoir un minimum de bien-être individuel, une voiture, une maison, voire tous les attributs de la richesse et de la réussite sociale et collective et nationale que véhiculent nos médias. Donc, et ce changement culturel, je crois c'est un de ceux qui est le plus difficile à accomplir. Et là, nous avons besoin des artistes, nous avons besoin des philosophes, nous avons besoin des écrivains, nous avons besoin de médias, et il y en a, qui portent aussi un autre imaginaire, une autre vision du monde, qui rendent compatibles tous ces aspects. Et dernier point, la démocratie, les institutions. La question climatique pose la question du fonctionnement de nos institutions et de nos démocraties. Et d'abord, rendons-nous compte que nous vivons en démocratie, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble des pays de la planète et qui siègent autour de la table des Nations Unies dans la Convention climat. Donc on ne peut pas échapper à cette question. Ça a été abordé. Nous vivons dans un monde beaucoup plus transversal, horizontal. Les moyens de communication modernes font que cette horizontalité, cette transversalité se développe énormément. Il y a un foisonnement aujourd'hui d'informations, d'initiatives communes, de coopération qui se tissent quelque part en dehors des États et de la politique. Mais c'est ce lien qu'il faut retrouver. Donc nous devons aussi être capables de mettre en place, en fonction de nos histoires respectives, au niveau national, européen et international, des institutions et un fonctionnement démocratique qui permettent aux territoires aussi d'avoir leur place, on a parlé des autorités locales, à la société civile, dans la diversité de ses acteurs, de participer à la délibération beaucoup plus qu'elle ne le peut le faire aujourd'hui, de changer aussi nos systèmes d'élection, de représentation. Comment on prend le long terme aussi dans la décision politique, les gouvernants, les politiques étant partout sur la planète soumis, je dirais, à une forme de tyrannie de l'actualité, du court terme, de l'opinion. Il faut réagir sans cesse, il faut plaire, il faut être réélu. Donc on a tendance à toujours reporter à plus tard les décisions compliquées, difficiles, qui demandent du temps pour être prises. Voilà ce que je voulais dire. Donc, en conclusion, désenclaver la question du climat, la sortir donc de son petit secteur vert, comme on le dit, du green, pour que ce soit beaucoup plus arc-en-ciel, et puis politiser la question climatique. Ce n'est pas une question si consensuelle que cela. Elle suscite de multiples débats. Certes, le réchauffement climatique a des impacts partout, et a fortiori sur les populations et les pays les plus pauvres qui subissent une double peine, à la fois celle de l'inégalité sociale, inégalité croissante d'ailleurs, et d'impact aussi croissant sur leurs propres conditions de vie physiques à travers les impacts du réchauffement climatique. Donc c'est tout ce foisonnement d'énergie positive, ce foisonnement d'initiatives qui vient de tous les acteurs et du monde politique, bien entendu, heureusement. C'est tout cela qu'il faut faire converger, qu'il faut dynamiser. Et pour cela, la COP21 qui se tiendra à la fin de l'année sera incontestablement, et c'est notre volonté, c'est celle du président de la République, un moment majeur pour conduire cette révolution, oui, mais une révolution non violente, une révolution imaginative, créative, qui conduise effectivement à un monde où liberté, égalité, fraternité auront vraiment un sens, ancré aussi sur notre planète et nos territoires respectifs. Donc c'est un grand enjeu politique, un grand enjeu de citoyenneté que nous avons à traiter à travers cette question climatique nouvelle, majeure, et qui nous impacte tous. Merci. Merci Marie-Hélène. Je vais maintenant demander à M. Mitika Wenda son intervention. Vous avez des slides de PowerPoint. Bénéficiez d'une expérience majeure sur le territoire de l'Afrique de l'Est. Je sais aussi que vous avez étudié en Thaïlande, donc vous avez peut-être aussi une vision qui peut nous intéresser sur une partie du monde qui est assez loin de l'Europe, et je pense que c'est important qu'on puisse comprendre les relations que peuvent avoir ce qu'on appelle dans les relations sud-sud, qu'on voit se développer, quelle synergie également on peut développer ça. Nous y sommes. Ah, attendez, il y a un petit problème technique. Yeah, thank you. Eh bien, je vous remercie. Il y a tellement de choses qui ont déjà été dites par
les orateurs qui m'ont précédé que je vais regarder la question du changement climatique au sens plus général. J'étais à Addis Abeba avant de venir ici à un autre congrès. C'est une sorte de compte à rebours pour Paris, organisé par un groupement d'organisations, dont la mienne. Et l'orateur invité était le ministre de la francophonie, ministre français de la francophonie. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de discussions qui s'orientent petit à petit vers le président de la République française sur cette question du COP 21. Le message, je pense, c'est que ils ne voudraient pas avoir le sentiment qu'ils avaient après Copenhague. On ne voudrait pas que Paris soit la catastrophe qui était Copenhague. Alors pourquoi ce message envers le président français? C'est que au cours des 8 dernières années, j'ai assisté à de nombreuses conférences sur le changement climatique. J'ai constaté que la perception a beaucoup changé. Et même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur les mesures à prendre, l'évaluation a changé. Jean-Pascal nous a dit que la question du changement climatique est une priorité, ce qui n'était pas le cas il y a 8 ans. Donc, par le passé, nous étions cantonnés à des questions écologiques et scientifiques. Mais nous sommes allés au-delà. Aujourd'hui, le changement climatique égale pauvreté. C'est lié à la pauvreté dans ses différentes dimensions. Et il est vrai que les communautés les plus pauvres sont plus touchées. Ce sont également les communautés les plus vulnérables d'après les différents indicateurs de développement. Alors, cet appareil ne fonctionne pas comme je voudrais, mais voilà, j'ai des problèmes avec la technologie. Voilà, il y avait peut-être interférence entre les deux appareils. Très bien. C'est une question de justice et c'est une question matérielle également. Ce sont des aspects qu'on n'évoquait pas par le passé, mais on a regardé, on considérait le réchauffement climatique sur le plan purement scientifique, mais il y a un impact clair sur les questions économiques, des questions de justice, des questions d'égalité, des questions de pauvreté. Donc de nombreuses catastrophes qui se produisent dans le monde sont le résultat du changement climatique. Donc il est indéniable que nous comprenons tous qu'il y a un impact sur la sécurité alimentaire, sur l'eau et sur toute une série de questions. Donc, quand on prend cette approche plus large, on se rend compte que, certes, le climat évolue, et une des raisons pour lesquelles l'accord est resté inefficace, c'est qu'il y a beaucoup de méfiance entre Nord et Sud, entre les pays développés et les pays en développement. De nombreux gouvernements considèrent que s'ils prennent des mesures pour contenir le réchauffement climatique, qu'il y aura des conséquences économiques. Or, nous considérons que c'est vous qui avez créé le problème, c'est à vous de prendre des mesures
pour rectifier ces choses. La situation ne peut pas continuer en l'état, parce que si on continue comme ça, vous verrez ce que d'autres avant moi évoquaient, à savoir que le problème va s'aggraver et que nous n'allons pas laisser un environnement meilleur aux générations futures. La géopolitique mondiale, eh bien, il y a de grandes économies en pleine évolution. La Chine dit aujourd'hui, ne nous dites pas que nous sommes les plus gros émetteurs. Historiquement, c'est les États-Unis qui émettent le plus. Donc, où est le juste milieu? Donc, ça va bien au-delà d'une question purement environnementale. Autre point, c'est l'influence des grandes entreprises qui ont des intérêts à défendre. Nous savons qu'il faut agir sur le changement climatique, mais les grands groupes pétroliers ont énormément d'influence, notamment aux États-Unis, si bien que lorsqu'on veut agir, ils nous disent comment voulez-vous qu'on réduise la production pétrolière, et imaginez donc l'impact sur le développement. C'est un problème, une question à laquelle il faut répondre à mesure qu'on approche de COP21. Il y a également des priorités qui sont en concurrence et qui nécessitent qu'on prenne des mesures rapidement. Juste avant de venir ici, il y a eu une attaque terroriste dans mes pays, qui est le Kenya, et qui a tué une centaine de personnes. Donc, lorsqu'on parle de dialogue en Éthiopie, donc, on a oublié tout ça. Les gens ne se préoccupent pas du changement climatique, qui est moins urgent que les questions de terrorisme. Les terroristes tuent les gens aujourd'hui. Donc, entre la maladie, les épidémies et l'insécurité, nous sommes moins préoccupés par le changement climatique qu'on ne devrait l'être. Nous sommes plus pris par des questions d'urgence. Ce qui m'amène à la question, à mesure qu'on s'approche de la COP la plus importante de l'histoire, le ministre français de la francophonie nous a dit que ça va être un moment historique pour la France qui n'a jamais organisé une telle réunion. Donc, est-ce que nous allons vers un échec ou est-ce que nous allons vers le progrès ou un progrès historique où on pourrait dire que la France a accueilli une conférence sur le changement climatique qui a réglé de manière historique la situation? Est-ce que nous allons pouvoir dire que nous avons bénéficié d'un accord qui a été signé à Paris? Il y a deux choses qui sont très difficiles pour nous en Afrique. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il nous faut réduire nos émissions. Et si vous voulez qu'on réduise nos émissions, il faut que le pétrole reste dans le sol. Si on ne veut pas d'un développement à base de combustibles fossiles qui est à l'origine de ces problèmes. Et en même temps, nous avons réalisé des découvertes de dépôts miniers, de dépôts pétroliers. Donc, comment trouver un équilibre entre les deux? Il nous faut migrer vers des trajectoires à faible émission de carbone pour sauver la planète, pour sauver le climat, et c'est le plus difficile. Mais est-ce qu'il faut circuler à dos d'âne pour ne pas polluer l'environnement? C'est difficile de concilier les deux. À l'une des réunions à laquelle j'ai participé, il y avait un ministre de l'énergie qui nous a dit que le Kenya va découvrir beaucoup de pétrole, que notre développement allait vraiment décoller. Ensuite, un participant du Nord, un participant américain, a pris la parole pour dire « Votre ami, Excellence, vous parlez de pétrole, vous parlez d'un combustible fossile. Or, nous sommes en route vers un avenir
avec des énergies renouvelables. Et le Kenya a beaucoup d'énergies renouvelables. L'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'énergie hydraulique. Mais pourquoi ne pas parler de pétrole? Je peux vous dire que cet Américain n'a même pas pu finir sa phrase. On ne voulait pas comprendre cette transition vers de nouvelles trajectoires de développement. C'est la réalité en Afrique. Donc la question est comment trouver un équilibre. J'ai participé à une réunion aux États-Unis, une réunion de très haut niveau, où il était question de création d'emplois, où il était question d'une transition avec la création d'emplois grâce à de nouvelles technologies en Afrique. Il s'agissait d'investissement. J'ai donc pris la parole pour leur poser la question suivante. Vous parlez d'investissement en Afrique, vous parlez d'investir en nouvelles technologies en Afrique, mais en Afrique, nous, on parle de mort, on parle de survie. En Afrique, le changement climatique, ce n'est pas une question d'investissement, c'est une question de survie. Mais oui, nous sommes d'accord, il y a des pays qui polluent, et c'est en polluant que les pays se sont développés. Dans le Sud, on parle de survie. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Encore une fois, on ne peut pas croître de la même manière que les pays industrialisés. C'est la réalité. Et voilà à quoi devrait arriver, à quoi devrait aboutir l'accord de Paris. Il nous faut trouver un point d'équilibre. Il nous faut trouver une convergence où nous aurons des compromis. Sans cela, je vous dirais que Paris aurait été un grand échec. Paris aura été un grand échec et en fait, nous sommes confrontés à cet échec. Parce qu'au cours du processus de négociation, il y a beaucoup de bonnes paroles, mais je sais que la France a beaucoup de bonne volonté, fait beaucoup pour combler les écarts, mais la réalité, ce n'est pas dans la réalité économique des parties concernées. Dans le Sud, on veut se développer. On ne va pas tout accepter. Nos économies ne seront pas freinées parce que les pays industrialisés veulent absolument une transition vers des modèles économiques qui ne vont pas nous aider, nous, en Afrique. Donc, la question est de qui va faire les sacrifices? Le changement climatique, c'est un peu comme l'histoire de Titanic. Vous vous souvenez du Titanic? Lorsque le Titanic coulait, il y avait des gens faibles. Et il y avait les enfants, les femmes et les personnes âgées. Mais même les plus forts, même dans ce contexte, en l'occurrence les pays industrialisés, je dis ça parce que dans les pays pauvres, il y a des gens très vulnérables. Nous avons coulé. Mais à terme, nous allons tous couler ensemble parce que c'est un problème absolument colossal. Je voudrais conclure en disant que nous avons tous des responsabilités. Nous devons agir et nous devons faire des sacrifices. Nous devons consentir des sacrifices et partout où je vais, je me souviens d'une personne que je respecte beaucoup, le fondateur des scouts. Il était enterré au pied du mont Kenya qui a perdu sa neige. Il disait à ses disciples, essayez de laisser ce monde dans un état un petit peu meilleur qu'il ne l'était que celui où vous l'avez trouvé. Vous pouvez ensuite mourir considérant que vous avez fait de votre mieux. En l'état actuel des choses, nous ne pourrons pas régler complètement le problème du changement climatique, mais nous devons nous demander ce que nous allons pouvoir dire aux générations futures.
ce que les générations futures diront de nous, car nous aurons eu l'opportunité de faire quelque chose, mais pour protéger nos propres conforts, nous n'avons pas pu faire ce qu'il convenait de faire. Voilà où on en est. Nous devons nous demander ces questions-là dans la perspective du COP 21. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Une sorte de solidarité intergénérationnelle qui se réinvente aussi. On a l'habitude dans les pays les plus industrialisés de toujours penser à une solidarité envers les plus âgés, une notion durant des années qu'on nous a présenté aussi la génération future. Là, on voit un impact majeur et des responsabilités qui pourraient être demandées. Et moi, je suis sensible à la question aussi du rendu politique à un moment donné, parce que nous serons responsables. J'avais eu des discussions avec votre collègue du GIEC, M. Jean Jouzel, où, au regard du dernier rapport, me disait « Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas ». Et je crois qu'en termes politiques, et moi je suis encore un jeune élu, c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre réellement. Je vais passer maintenant la parole à M. Qui est de la Brookings et du Tsinghua Center de Pékin. Merci beaucoup. Vous avez également une présentation par PowerPoint. Well, thank you very much. Je vous remercie beaucoup. Voilà comment je vais faire ma présentation. Ça va être... j'espère que ça marche. Eh bien, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité pour ce dialogue très opportun. Je voudrais également vous dire que je suis chercheur et que les idées que je vais vous faire part ne représentent pas du tout le point de vue officiel ni de la Chine, ni de quelque établissement ou organisation que ce soit. En tant que chercheur, lorsque je réfléchis au sujet c'est-à-dire la transition vers un modèle de développement socialement juste, j'arrive à la conclusion que la Chine est destinée non seulement à devenir la plus grande économie du monde, mais l'économie verte la plus importante du monde. Par économie verte, j'entends, enfin, dans le programme du PNU, on définit une économie à faible émission carbone, mais également une croissance inclusive. 2014, eh bien 2014 va marquer l'histoire économique du monde. Le FMI a mesuré le pouvoir d'achat paritaire. La Chine a devancé les États-Unis pour la première fois en 2 siècles. C'est la première fois en 2 siècles qu'on se trouve en tête de ce classement. En termes de PIB et prix courant, la Chine talonne toujours les États-Unis. Il y reste même un écart relativement important. Mais en termes de... quelle que soit la mesure, c'est une réussite très importante. La Chine reste quand même très, très humble, parce que la taille même de l'économie ne dit pas grand-chose sur la qualité. Mais de par les inégalités croissantes et de par le coût de plus en plus élevé des ressources financières et la qualité de l'environnement, on doit rester humble. Cette croissance économique reste très importante. Souvenez-vous, au début de la réforme économique chinoise, la Chine était classée 9e au monde derrière l'Italie et le Canada, 9e au monde en termes de son PIB.
Mais après 3 décennies de croissance économique rapide, plus de 700 millions de personnes ne sont plus considérées comme pauvres. C'est une réussite importante. En fait, ces 700 millions, c'est environ les 3/4 des gens qui ont été sortis de cette pauvreté. Donc, les gens extrêmement pauvres ne sont plus de 84%, mais à moins de 10%. Mais le coût des ressources naturelles est très, très élevé. Regardez les 2 décennies à gauche, nous avons les 2 décennies de 1980 à 2000. Pendant cette période, la croissance de la consommation énergétique était de plus de 4%. Or, ce taux de croissance a plus que doublé lors de la première décennie du millénaire, ce qui fait de la Chine non seulement le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, mais en 2010, nous sommes devenus le plus gros consommateur d'énergie. Il n'y a pas si longtemps, la Chine est devenue le plus gros importateur de pétrole. La Chine est en passe de devenir le plus gros consommateur de pétrole. C'est ça le problème. En raison de tout cela, la Chine a décidé de faire des changements. Cette transformation du modèle économique a commencé avec ce que la Chine appelle la révolution de la production et de la consommation énergétique. Si vous regardez l'intensité énergétique au cours des 35 dernières années, vous verrez une diminution d'environ 5% par an de l'intensité énergétique. C'est probablement la diminution la plus marquée dans toutes les grandes économies du monde. Mais cette tendance a été inversée en 2002. En 2005, la Chine a décidé de mettre en place une grande modification de sa politique et de diminuer l'intensité énergétique par 20% entre 2006 et 2010. Voilà donc ce qui s'est passé. Mesuré en termes d'efficacité physique de l'énergie. Et je prends l'exemple de la consommation de charbon. On compare la Chine ici au Japon, qui est le plus élevé du monde. Vous voyez que l'écart entre les deux diminue constamment entre l'efficacité en Chine et le Japon, qui est le plus efficient au monde. En termes d'efficience économique, cet écart entre la Chine et les États-Unis diminue également. La Chine reste plus gros consommateur à 3,5 fois le taux américain. C'est ça le problème. Depuis Copenhague en 2005, l'intensité énergétique a diminué en Chine d'environ 30%. L'intensité carbone, en fait, a diminué de 33%. Donc, la Chine est en passe de réaliser ses engagements de 2005. Les combustibles non fossiles vont atteindre 700 millions de tonnes de charbon équivalent ou tonnes équivalent charbon d'ici 2020. C'est à peu près le même montant que le Japon à l'heure actuelle. L'efficience énergétique, eh bien, la Chine a fermé beaucoup de petites installations inefficaces dans son industrie, que ce soit dans le domaine du concret, de l'acier et du fer, et a fermé presque 95 gigawatts de production électrique à partir de charbon. C'est à peu près la capacité totale du Royaume-Uni. S'agissant des énergies renouvelables, à fin 2013, vous voyez la répartition entre les énergies hydrauliques, éoliennes, solaires.
ces énergies sont des énergies à croissance rapide. 2014, pour la première fois depuis très longtemps, la Chine a réduit sa consommation de charbon de presque 3%, alors que la production électrique a augmenté de plus de 3%. Ceci a été rendu possible par la croissance très forte des énergies hydrauliques, éoliennes et solaires, qui ont cru de quelques 20%. Mais pour la première fois, nous avons constaté une diminution nette de la production d'énergie à partir du charbon. Un certain nombre de mesures ont été prises depuis Copenhague, mais je voudrais attirer votre attention sur un seul, c'est le marché du carbone qui trouve ses origines ici en Europe. Mais l'année prochaine, la Chine va mettre en place un marché national qui concernera un volume qui est presque 2 fois celui de l'ETS européen. Quant au financement de l'énergie renouvelable évoqué par Achim Steiner, Achim Steiner a parlé de 279 milliards de dollars. Mais depuis 2009, la Chine est le plus gros investisseur dans le monde. Plus d'un quart de ce chiffre de 279 milliards de dollars est investi par la Chine. Au début de 2014, le président Xi Jinping a dit clairement que la Chine souhaite cette transformation de son modèle de croissance économique parce que la Chine en a besoin. De par des problèmes de pollution de l'air, problèmes de santé, sécurité énergétique, dégradation des sols et la sécurité dans les mines, entre autres. Maintenant, nous avons un nouveau leadership, mais nous avons également une nouvelle vision qui regarde le monde à travers les yeux d'êtres humains qui partagent une destinée commune. Voilà la vision de notre président. Vision vers laquelle nous œuvrons tous. Cette nouvelle vision suppose un nouveau type de partenariat dont nous avons vu un exemple lorsque notre président a rencontré le président Obama. Et la Chine a annoncé que les émissions de carbone atteindraient leur plafond en 2030, mais la part d'énergie non fossile serait augmentée de 20%. Ça veut dire que la nouvelle production énergétique sera entre 800 et 1000 gigawattheures, à savoir à peu près la capacité de production énergétique des États-Unis, ce qui nécessite des investissements de l'ordre de 10 000 milliards de yuan. Je voudrais conclure avec un appel. Si la Chine est prête à faire cette transition vers une économie verte, travaillons tous ensemble pour que le monde ait un avenir bien vert. Je vous remercie. Merci, Monsieur Quillet. Je pense que vous avez souligné un aspect intéressant parce que dans les différentes COP, on était toujours bloqué sur ce fameux article 2 avec les responsabilités différenciées. L'accord sino-américain ouvre une porte, une pratique. Je sais qu'il y a des discussions aussi avec l'Inde. Ça sera peut-être une bonne question pour le prochain intervenant. Monsieur Ramesh, la parole est à vous. Thank you. I'd like to... Je vous remercie. Je souhaiterais faire 3 remarques assez rapides, étant donné que de nombreux orateurs ont déjà couvert des points que je souhaiterais soulever, que votre ministre va arriver. D'abord, j'aimerais dire quelques mots sur le contexte de Paris. Deuxièmement, quelques remarques sur ce concept du zéro carbone, qui est le thème de notre table ronde. Et ensuite, quelques observations sur la situation où se trouve l'Inde. Alors, Paris, le contexte de la conférence des partis de Paris. Paris, ce ne sera pas vraiment une destination. Il faut que ce soit comme une trampoline vers, alors d'abord, un accord qui
soit socialement et politiquement désirable et faisable. Ce ne sera pas forcément idéal du point de vue environnemental. C'est ce que tout semble indiquer. De plus, je crois que on a déjà des signes annonciateurs qui montrent qu'à Paris, on va construire une nouvelle architecture. Il y a les contributions nationales, comme on l'a bien vu, donc des positions, des solutions qui sont proposées par des pays qui se retrouveront à Paris pour se mettre d'accord sur un système de surveillance et de vérification internationalement accepté. Donc le meilleur des résultats à attendre Paris aujourd'hui consiste en une approche ascendante en ce qui concerne les engagements et descendante en termes de transparence et de reddition des comptes. Si on arrive à faire cela, et ce n'est pas une mince affaire, la route est longue, alors Paris aura vraiment produit des résultats et servira de trampoline vers des résultats et des actions encore plus ambitieuses. Il y a bien sûr l'objectif de réduire la température à 2 degrés Celsius. Je crois que ce n'est pas ce qu'il faut souhaiter. Ce qu'il faut souhaiter, c'est un accord sur un processus entre maintenant et 2020 et sur le post-2020. Un processus sur lequel les pays vont s'engager avec des objectifs de reddition de comptes. C'est bien plus facile à dire qu'à faire. Mais entre maintenant et septembre, je pense qu'il y a des possibilités pour les pays de présenter des solutions, des options. Mais pour moi, c'est clair. Avoir une approche ascendante en ce qui concerne les engagements, c'est bien. Mais s'il n'y a pas une approche descendante pour la surveillance ou le suivi par rapport à la réalisation de ces engagements, on n'y parviendra pas. Deuxième observation, la question du zéro carbone juste du point de vue sociétal. L'une des grandes attentes vis-à-vis de Paris, c'est d'arriver à un accord en ce qui concerne les engagements et les systèmes de suivi, mais je pense que les pays devront également s'engager sur une trajectoire post-2020, 2020-2050, mais pas seulement une trajectoire avec des jalons très importants, disons tous les 5 ans. Et ce serait donc la trajectoire vers le zéro carbone. Et je le répète, il ne s'agira pas d'une progression d'une trajectoire négociée. Il faut que l'agenda soit imposé de manière politique. Le problème avec les négociations sur le climat vient justement de l'esprit des négociateurs, dont la raison d'être, c'est de prolonger les négociations. Et je pense que les vraies avancées ne viendront que par des interventions politiques. Et je le dis également pour Copenhague. Je ne suis pas d'accord pour dire que Copenhague a signifié un échec. Pas du tout. Copenhague n'a pas répondu aux attentes qui avaient été engendrées, mais ce modèle de Copenhague, c'est-à-dire faire des grandes avancées au niveau politique, doit justement inspirer Paris. Donc les négociateurs préparent ce sur quoi on peut être d'accord pour 2020, mais après les jalons d'après ne pourront être fixés que par des accords politiques. Alors on parle d'une trajectoire juste du point de vue sociétal. Le GIEC l'a déjà souligné, mais la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., parlaient déjà de notion d'équité, on disait équitable plus que juste. Et ce qu'il faut, c'est se partager le fardeau de manière juste et équitable. Donc les 100 gigatonnes de CO2 subsistant dans l'atmosphère, comment seront-ils distribués, partagés sur une base par habitant, sur une base en fonction du PIB ou sur la base d'un budget carbone, par exemple, mis en avant par un certain nombre d'universitaires? C'est ce modèle de partage qui doit faire l'objet d'une réflexion, d'une discussion politique. Alors, on peut facilement parler d'une transition vers le zéro carbone, zéro émission, mais pour que cette trajectoire, cette voie soit acceptable, il faut absolument parler très clairement du partage du fardeau, comment les différents pays vont se répartir ce
ce fardeau des 100 gigatonnes restant à ce budget carbone. Moi, je crois que le budget carbone, c'est une notion remplie de bon sens, mais comment la mettre en œuvre au niveau opérationnel? L'approche du budget carbone, c'était également une approche descendante, et nous savons depuis Kyoto que ces approches ne fonctionnent pas. Les pays sont plus à l'aise avec une architecture ascendante qui part de la base. Donc, il y a un danger avec cette vision d'une voie vers le zéro carbone, à savoir l'absence de discussion sur le partage des tâches, du fardeau. Et je pense vraiment que c'est exactement la question centrale qui doit nous occuper en ce qui concerne cette transition. Alors, le terme zéro carbone fait peur. Quand on nous dit il faut absolument que ce soit du zéro carbone. J'ai eu peur lorsque l'orateur représentant les processus pour le climat a dit non, il faut refuser le nucléaire. Si on recherche le zéro carbone, on ne peut pas refuser le nucléaire dans un pays où 75% de l'électricité est produite par l'énergie nucléaire, et c'est en France. Donc je pense que c'est vraiment se bander les yeux, être dans le déni. Et c'est une contradiction, vous savez. Chez les environnementalistes, dire nucléaire, c'est comme agiter le chiffon rouge devant le taureau. On ne pourra pas faire tout cela avec du solaire et de l'éolien. Donc attention, ne pas utiliser le terme zéro carbone, mais basse émission de carbone ou sobre en carbone. Et c'est là justement que les énergies renouvelables constituent une solution, mais une des solutions. Je sais que les États-Unis et d'autres pays ont accompli grand chose avec la transition énergétique. L'Inde le fait, la Chine est également en train de le faire, mais ça ne constitue qu'une pièce du grand puzzle. Il ne faut donc pas, on ne peut pas se permettre d'oublier ou de négliger le nucléaire. Nous ne pouvons pas, je le redis, nous permettre d'ignorer ou d'éliminer le charbon. Ça reste une option énergétique encore importante. Et j'aurais des petites choses à dire à cela dans le contexte indien. Mais penser que le charbon disparaîtra complètement comme source énergétique d'ici à 50 ans, on se berce d'illusions. Et en ce qui concerne les concentrations de gaz à effet de serre, je dirais que si on arrive à un accord sur les HFC, par exemple, eh bien, et vous savez que ça ne fait pas partie de la Convention climat, mais du protocole de Montréal. Si on obtient donc un accord sur l'élimination progressive des HFC d'ici à 2040, on obtiendra la même chose. On obtiendra l'équivalent d'une réduction de 0,5 degrés Celsius. Donc, pas du tout grâce au contrôle des émissions de carbone, mais aux émissions de HFC. Donc, il y a d'autres polluants autrement plus importants que le carbone. Mais le point fondamental de ce que j'essaye de dire, c'est que justement, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le CO2. Il y a d'autres gaz, d'autres polluants que l'on peut limiter et qui contribueront à limiter cette augmentation des températures à 2 degrés Celsius. Ensuite, sur l'Inde, à quoi s'attendre en provenance de l'Inde? Moi, je dis toujours, l'Inde, c'est la Chine plus 25. Donc, si on met un objectif pour la Chine à 2030, pour l'Inde, ce sera en 2055. C'est le différentiel, le gap sur les graphiques que vous avez vus, ce différentiel de PIB. Aujourd'hui, l'Inde ne contribue qu'à hauteur de 6% au niveau des émissions de gaz à effet de serre. D'ici à 2030, la contribution sera d'environ 10% pour les gaz à effet de serre. On s'illusionne, et je souhaite vous désillusionner moi-même. Vous vous faites des illusions si vous croyez à cela. Et c'est une coïncidence que notre Premier ministre soit ici aujourd'hui, mais il n'y a aucun gouvernement en Inde aujourd'hui qui mettra en œuvre une politique pour la sortie du charbon. Ce n'est pas une option, étant donné que le développement économique passe par l'énergie. L'Inde a donc besoin
du charbon, un charbon plus propre, puisque le charbon propre n'existe pas, une meilleure efficacité dans l'utilisation du charbon. Elle a besoin de réduire les émissions, bien sûr, mais l'Inde est bien partie pour doubler sa consommation de charbon dans les 10 à 15 prochaines années. Ça, c'est évident. Ce que l'Inde fera après cela, en revanche, dépendra des techniques existantes, de l'accès au financement, de l'accès à d'autres sources d'énergie, et ainsi de suite. Mais pour que l'Inde annonce une année où ce sera la fin du charbon, c'est illusoire. Par contre, que l'Inde mette le paquet sur l'énergie solaire, oui, sur l'efficacité énergétique, oui, sur la réduction des HFC, oui, mais le charbon restera une source très importante d'énergie dans le mix énergétique. La contribution à la consommation de carbone ne manquera pas d'augmenter, je vous l'ai expliqué. Et ce qu'il faut rechercher, c'est une meilleure efficacité, un meilleur taux de conversion de l'utilisation du charbon et une réduction des gaz à effet de serre issus de sa combustion. Et donc, c'est la seule avancée réaliste que l'on peut attendre de l'Inde, étant donné que le principal objectif pour l'Inde, c'est la croissance économique. Oui, nous souhaitons encourager, soutenir un taux de croissance de 8%. Ces dernières années, le taux de croissance du PIB a été de 7,5%. Nous allons passer à 8 à 9%, mais il faut le faire de manière consciente vis-à-vis du climat. Et bien sûr, en ayant conscience de notre impact sur le climat, en le limitant au maximum, les gouvernements le savent. Et je crois qu'il serait totalement illusoire pour nos gouvernements de commencer à parler de zéro émission, zéro carbone, tout solaire, tout. Si c'est la trajectoire qui est poursuivie par tous les pays, l'Inde ne montera pas dans les wagons et la Chine non plus. Donc il faut rester réaliste. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ramech, pour cette présentation vivante. Je partage beaucoup de votre exposé, je dois vous avouer. Car je crois qu'on est arrivé au moment de vérité en termes de pragmatisme. Donc il y a la question du nucléaire qui agite beaucoup en Europe, mais il faudra faire des choix et il faudra les assumer politiquement et les expliquer aux citoyens. On parle souvent de l'Allemagne, mais il y a d'autres éléments, notamment sur le prix de l'électricité en Allemagne, différence entre les entreprises et les citoyens qui commencent à créer quelques des difficultés politiques. Moi, je suis ravi en tant que député. Vous savez, je suis aussi membre de Globe International, président pour la partie européenne et vice-président pour la partie internationale. Donc c'est un réseau de députés qui travaillent sur ces questions climatiques et développement durable. Nous, on est très demandeurs de la reprise en main, en tout cas pas de reprise en main, en tout cas l'association des parlementaires, parce qu'on voudrait être associé à différents moments qu'au simple fait de ratifier un traité, parce que c'est comme ça que ça va se gérer, cette COP21. Nous allons arriver avec un traité qui, j'espère, reprendra cette flexibilité demandée par les États, ce qu'on appelle les BRICS. J'ai discuté aussi avec le Brésil, qui sont aussi dans l'ambition d'accéder à un accord, mais il faut prendre en considération les capacités de chacun, les ambitions, les lois, comme je disais tout à l'heure, qui ont été mises en œuvre depuis quelque temps dans certains pays. Mais il faudrait aussi que l'on ait ces débats dans les assemblées avant la simple copie d'un traité déjà ficelé. En tout cas, c'est pour l'avenir. J'en avais parlé avec le ministre Laurent Fabius en marge du Qatar. Pour moi, ça avait été assez prégnant de voir nombreux parlementaires jamais associés. Donc on est informé par nos délégations, mais rarement associés. Il faudra que ça évolue. Parce que je répète ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'aspect climatique et le changement climatique n'est pas un simple problème environnemental, c'est un changement de société. Et il faudra l'assumer politiquement et faire confiance aux politiques pour proposer le pathway, comme a dit notre collègue Ramech. Moi, j'ai une question au panel, en attendant le ministre, sur cette notion de budget carbone. Parce qu'on sait, dorénavant, on a des chiffres, ça a été dit, 25% disponibles, si je m'en souviens, monsieur le représentant du GIEC. 1000 gigatonnes. Donc, 1000 gigatonnes. Comment 40, ça fait à peu près 25 ans. Voilà, donc 25 ans. Comment fait-on aujourd'hui pour se répartir? Quelles clés? Où on est, par exemple, cette discussion, si vous pouvez peut-être nous éclairer, Madame Marlène Aubert, vous qui suivez les discussions au plus près,
sur cette notion de budget carbone, et peut-être après, M. Goldin, si vous avez un avis sur la question. Au sein de la négociation, ce n'est pas tout à fait comme cela que les termes sont posés. C'est effectivement un constat issu du GIEC, mais au sein de la négociation, on est bien sur... pour l'instant, l'enjeu du moment, c'est effectivement le dépôt, la présentation par chaque pays de son plan national pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et une part d'adaptation aussi éventuellement. Voilà, c'est ça l'enjeu du moment. Aujourd'hui, on ne discute pas, à ce stade en tout cas, dans la négociation elle-même, de budget carbone en ces termes-là. Alors après, évidemment, la question de la façon dont on évalue les contributions nationales qui sont en cours de dépôt, et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres d'ici l'été, la façon dont on crante effectivement des trajectoires pour arriver à contenir le réchauffement climatique et l'augmentation de la température du globe à 2 degrés, tout cela, effectivement, fait partie de la discussion. Par ailleurs, j'y ai insisté, tout le monde en a parlé, la façon dont nous pourrons, d'une façon qui reste à définir, articuler l'accord international avec les différents compartiments de la négociation, on peut la trouver lourde, complexe, inadaptée, mais c'est ce qu'on a sur la table et c'est bien ça qu'il faut faire avancer. Mais la façon dont on va articuler cette négociation avec l'ensemble des dynamiques qu'il y a dans différentes régions du monde, dans tous les pays et au-delà de ceux qui sont représentés ici, la façon dont les secteurs économiques, financiers, les collectivités locales, les acteurs non étatiques aussi dans leur ensemble et pas seulement les acteurs étatiques, vont être capables de montrer toutes les solutions qui peuvent être mises en œuvre, adaptées à chaque territoire, à chaque culture, etc. C'est ça aussi l'enjeu de cette négociation et la réussite de la COP21. Donc nous voulons à la fois permettre, faciliter ce compromis et cet accord international dont nous avons absolument besoin en 2015. Je précise qu'on a déjà beaucoup reporté, hein. La décision de prendre un accord en 2015 date de 2011. Hein, donc à Durban, on a dit dans 4 ans, on va prendre un accord pour 2020. C'est-à-dire que même si on trouve un accord, et on y travaille dur, à la fin de l'année ici, eh bien, il sera applicable en 2020, donc si tout va bien. Donc ça veut dire qu'entre 2015 et 2020, nous devons aussi rehausser nos ambitions, redynamiser tout cela, et faire en sorte aussi que l'ensemble des pays de la planète, et a fortiori les plus peuplés, les plus importants, puissent accéder aussi à un modèle de développement, un mode de développement qui soit compatible avec ces trajectoires. Voilà, c'est ça l'enjeu. Mais je n'irai pas discuter, parce que c'est pas mon champ de compétences aussi, sur cette notion de budget carbone proprement dite. Personnellement, comment dire, je suis aussi un peu réservée sur cette façon de présenter les choses qui est extrêmement simple et chiffrée, apparemment, mais qui, en fait, dans l'application qu'on peut en avoir, est extrêmement complexe et pose aux décideurs politiques des questions gigantesques, hein, en termes de mode d'emploi et de la façon dont on met en place, et ça, c'est le rôle aussi des décideurs politiques, des réglementations, des normes, des législations à différents niveaux qui permettent de remplir ces trajectoires low carbone. Merci Maëlène. Monsieur Goldin et après Madame Thérèse Rivera qui voulait intervenir sur la question. Yeah. Oui, je crois qu'il est très important de bien comprendre ce budget carbone total, parce que les scientifiques nous disent voilà, qu'il s'agit d'un plafond important. Et un très bon exemple pour illustrer cela, exemple de coopération internationale, c'est le cycle de négociation du GATT de l'Uruguay qui s'est conclu il y a environ 25 ans. Un certain nombre d'objectifs avaient été fixés
Et d'ailleurs, aucune négociation commerciale depuis n'a connu le succès, hein. Le cycle de Doha, ça fait 25 ans qu'il dure. Donc, des objectifs ont été fixés parce que tout le monde comprenait où se situait l'intérêt commun. Et cela comprenait la Chine, l'Inde et un grand nombre d'autres pays. Personne ne pensait que ces objectifs pouvaient être réalisés de manière égale. Donc, il y avait des possibilités de traitement préférentiels ou en tout cas des échéanciers différents. Alors que les objectifs, tout le monde était d'accord dessus. Et je pense que c'est important d'intégrer cela aussi dans la négociation climat. C'est-à-dire que tout le monde se met d'accord sur l'objectif final et sur le fait que cet objectif final sera atteint à des vitesses différentes. Les pays en développement auront un peu plus longtemps que les pays développés. Mais l'objectif final reste le même. Donc, ces cadres de négociation n'ont pas été mis en place depuis 25 ans. Le protocole de Montréal n'était pas le même. Petit nombre limité d'acteurs, questions beaucoup plus techniques et circonscrites. Ici, on est dans un contexte beaucoup plus complexe. Mais cela s'est fait par le passé. C'est simplement que depuis l'hypermondialisation, on ne l'a pas fait. C'est quand même un paradoxe. On est de plus en plus mondialisé et de moins en moins capable de coopérer. Donc, c'est important, mais c'est important en termes qu'ambition et non pas tactique ou stratégie de négociation. Merci, Monsieur Goldin. Teresa, s'il vous plaît. Oui, je vais rebondir là-dessus. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'un plafond commun, d'une vision commune pour l'avenir. Ensuite, il s'agit de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire un rétro-planning, si vous voulez, ou un planning entre aujourd'hui et l'avenir. Et le représentant indien a raison. La question principale, c'est comment nous allons ensemble nous engager sur cette trajectoire où au final, l'objectif est le même pour tous. Donc, quelques observations. Je comprends tout à fait que la préoccupation politique d'aujourd'hui, c'est de dire qu'on ne peut pas se permettre de dire non au charbon. Cela dit, je ne crois pas que ce soit une bonne manière d'exprimer les choses dans le cadre d'un exercice collectif. C'est tout à fait légitime qu'il y ait une demande d'accès à l'énergie. Mais pourquoi faire de l'accès, comprendre l'accès à l'énergie comme l'accès à des énergies intensives? Donc, le mieux, c'est de bien comprendre quels sont les risques liés au carbone. Ce n'est pas la même chose que la perception actuelle du risque. C'est une perception différente des risques dont il faut absolument se saisir. Il faut généraliser dans les décisions. Autre point intéressant, très difficile à faire entrer dans les débats, c'est le calendrier, l'échéancier lié au fait de savoir qui va payer pour les risques. Il n'y a pas plus de 10 personnes de moins de 30 ans dans cette pièce. C'est quand même révélateur. C'est assez révélateur et intéressant. Parce qu'aujourd'hui, nous payons le court-termisme. On ne peut pas renoncer au carbone, etc. Mais laissez-moi vous dire que ceux qui vont subir les conséquences de notre inaction aujourd'hui ne sont pas d'accord avec ça, ils ne vont pas vouloir le payer. Donc oui, d'accord, là, voilà la trajectoire, le cadre, l'objectif commun que nous voulons attendre et le discours politique en jeu, comme l'a dit M. Goldin, la politique et l'action. Il faudra construire un cadre plurilatéral avec des coalitions, etc., dans un cadre multilatéral. Parce qu'il faut vraiment une vision très large qui nous permettra de juger où nous en sommes, quels progrès ont été faits, etc. Étrangère, président de la COP21, donc beaucoup reposera sur lui. Juste une dernière question avant que nous donnions la parole au président de la COP21, comme ça qu'on peut l'appeler ici parmi nous. La question soulevée plusieurs fois sur l'équité, la justice. On a entendu tout à l'heure M. Ramesh et M. Kié en parler aussi dans leurs pays respectifs, cette attente. Comment vous voyez ça d'un point de vue syndical? Rapidement. La question a
à 1 000 $ ou à 1 million d'euros. Je ne sais pas très bien comment chiffrer ça. Pardon ? C'est pas la bonne parité. Non, exact, oui, c'est une marge. Non, difficile évidemment comme question. Moi, ce qui me frappe pour revenir à la question du carbon budget, c'est qu'effectivement, ça inspire pas mal de perplexité, tant le décalage est grand entre d'un côté le message de la science qui nous invite à une approche déductive, qui prenne en compte les limites géophysiques qui sont propres à notre planète, et de l'autre côté, la logique des choses politiques qui démontre que ces dernières décennies, seule une approche inductive semble fonctionner, donc basée sur les propositions faites par les États. Mais ça invite aussi, je pense, cette notion de carbon budget à une autre réflexion qui est celle de ce décalage, en tout cas apparent, si ce n'est cette contradiction apparente, entre d'un côté notre système économique qui demeure basé sur le concept de croissance économique qui est défini dans des termes quantitatifs assez étroits, et de l'autre des limites géophysiques qui ne sont pas négociables. Donc comment traite-t-on avec ces deux apparentes contradictions ? Voilà une question qui dépasse mes humbles compétences, mais je vais rejoindre le propos de Marie-Hélène Jobert qui disait que c'est peut-être pas la bonne manière de rentrer dans le débat parce que effectivement cette question de la transition laisse bon nombre de points d'interrogation en suspens. Il y a énormément d'incertitudes qui demeurent, mais ça ne doit pas nous empêcher dès aujourd'hui nous saisir de cette urgence absolue pour préserver l'habitabilité de la planète. J'ai bien peur que si on rentre dans le débat à partir de cette notion de carbon budget, on donne de l'eau au moulin à ceux qui plaident pour le renoncement, le cynisme et finalement le désespoir. Merci pour ces prises de position.